De tout temps, les êtres humains ont pompé. Est une phrase que je vous incite très fortement à ne pas utiliser en introduction de votre futur rapport de stage. Et si vous avez besoin de quelques révisions concernant les bonnes pratiques du rapport de stage, je vous renvoie à la série de vidéos que j'ai faites sur le sujet et dont vous trouverez la fiche ici en haut à droite. Bon, vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de pompe. Alors la définition exacte de ce qu'est une pompe varie suivant les sources, mais ce que je vous propose c'est de nous mettre d'accord sur la définition suivante. Une pompe est un mécanisme qui permet de faire évoluer un fluide d'une façon qui ne correspond pas à son évolution naturelle. Une pompe permet donc d'augmenter l'altitude d'un fluide ou de le déplacer d'une zone de basse pression vers une zone de forte pression ou encore de l'accélérer. Dit autrement, une pompe est un dispositif qui permet de transférer de l'énergie à un fluide, soit sous forme d'énergie potentielle, soit sous forme d'énergie cinétique. Un exemple très simple d'un tel dispositif, et je mets simple entre guillemets parce qu'il a tout de même fallu l'inventer, est la roue à auger, qu'on appelle également roue persane ou encore noria. Il s'agit d'une roue sur laquelle sont fixés et tenus immobiles des récipients en forme d'auge. Au cours de la rotation, ces récipients, lorsqu'ils atteignent la partie basse de la roue, plongent dans l'eau et en ressortent remplis. Puis, lorsqu'ils atteignent la partie haute, ils se retrouvent dans une position telle que l'eau s'en écoule naturellement. À l'endroit où cet écoulement a lieu est positionné en général un réceptacle permettant de collecter l'eau et de l'amener à destination, donc soit manuellement avec des seaux, soit à l'aide d'une canalisation inclinée. La roue de son côté est entraînée manuellement ou par un animal ou encore par un courant d'eau. Alors vous vous en doutez, des types de pompes il en existe beaucoup et je ne vais certainement pas vous les présenter tous ici en détail. Ce que je vais faire en revanche c'est vous en présenter les principes fondamentaux et ensuite je vous expliquerai le fonctionnement de quelques-uns des modèles les plus fréquemment rencontrés dans l'industrie. Et puis je terminerai en vous présentant quelques-uns des éléments qui permettent de caractériser le fonctionnement d'une pompe donnée dans une installation donnée. Alors l'idée de base des pompes industrielles, c'est d'obliger le fluide à aller là où il n'a pas envie d'aller. Et pour ça, en gros, on va retenir deux techniques. Une première technique qui est de l'incitation. On va pousser un peu le fluide pour l'inciter à aller là où il n'a pas envie d'aller. Et puis la deuxième méthode, ce sera plutôt de la séquestration, où en fait on va prélever une portion du fluide de la position dont il doit partir pour l'amener à la position à laquelle il doit arriver. Dans la première catégorie, celle des pompes incitatives, on va trouver deux modèles que je vais vous présenter ici. Le premier d'entre eux, c'est la pompe rotative axiale. Le principe de fonctionnement de cette pompe est similaire à celle d'une hélice de bateau. Donc c'est relativement simple dans son principe. Donc je vous ai fait un schéma ici d'une pompe à rotative axiale dans une canalisation coudée. Donc on a la canalisation coudée qui est représentée ici en blanc. Ok. Et puis la partie rotative, donc ici, est constituée de pales, un petit peu comme les pales d'une hélice de bateau. Alors la forme des pales évidemment peut varier, hein. On a différents types de pales qui existent. L'essentiel c'est qu'en fait ces pales sont entraînées par un arbre ici, qui va leur imposer une rotation. Et la rotation donc de ces pales eh bien, va pousser le liquide vers l'arrière ici. Et va donc générer en fait un déplacement du liquide dans la canalisation. Alors là où je vous disais que c'est incitatif, vous voyez que ça ne peut marcher que si l'effort à fournir pour déplacer le fluide de là où il est vers là où il doit aller est suffisamment faible par rapport à la puissance développée par l'hélice. C'est-à-dire qu'on peut très bien envisager ici de se retrouver dans un cas de figure où on aurait une hélice qui serait en rotation ici dans le fluide, mais pour lequel l'effort à fournir pour déplacer le fluide est tel que le mouvement de l'hélice ne suffit pas à entraîner le fluide. Auquel cas on va se retrouver ici avec un fluide qui va être agité dans la canalisation mais sans que ça n'entraîne de mouvement en fait du fluide vers l'aval de la canalisation. De la même façon on peut imaginer qu'on a provoqué la montée ici du fluide dans la canalisation. Imaginons maintenant que le moteur s'arrête brusquement. Eh bien rien n'empêche a priori le fluide de revenir en arrière dans la canalisation ici. Un deuxième exemple de pompe qui appartient à cette catégorie de pompe que j'appelle incitative, c'est la pompe centrifuge.
Donc la pompe centrifuge a une conception qui ressemble un petit peu à celle de la pompe qu'on a vue juste avant, donc la pompe rotative axiale. Simplement, la différence principale est que au lieu de provoquer en fait l'avancée du fluide dans le sens de la canalisation, la pompe centrifuge, elle, va essayer de provoquer le déplacement du fluide du centre de la canalisation vers ses parties latérales. Donc techniquement, ça va s'organiser de la façon qui est représentée ici, c'est-à-dire qu'on va avoir un arbre, qui tourne, sur lequel est fixé en fait un disque. Alors il y a différents types de disques, on en parlera juste après. Et puis le liquide qui doit être accéléré ou qui doit être mis sous pression arrive par le centre de l'axe, donc ici. Donc il arrive ici, il arrive sur le disque, et donc ce disque tourne à une vitesse relativement importante, et donc le fluide va être projeté par la rotation du disque sur les parois latérales du corps de pompe qui se trouve ici. Donc au niveau de ce corps de pompe, il y a une ou plusieurs sorties qui sont aménagées, donc que j'ai représenté ici en haut. Et donc la surpression à laquelle va être soumise le fluide sur la partie périphérique du corps de pompe va se traduire par une mise en mouvement du fluide et une propulsion du fluide vers vers la sortie. Alors au niveau du disque, comme je vous le disais juste avant, on a différents types de disques, fermés, ouverts, avec uniquement des pales, avec un disque en dessous. Donc là j'en ai représenté un type possible. Donc on a l'axe ici au centre et un disque support derrière, et puis des pales qui sont ici réparties sur le disque, donc des pales qui sont orthogonales en fait au disque. Donc ces pales vont tourner à grande vitesse, le fluide va arriver ici par le centre du disque et va se retrouver projeté vers l'extérieur. Alors les pompes centrifuges sont parmi les pompes les plus utilisées dans l'industrie, et essentiellement pour deux raisons. C'est que du fait du faible nombre de pièces qui sont mises en œuvre et de leur simplicité, elles sont relativement faciles d'entretien, donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elles sont relativement bon marché, pour les mêmes raisons, à savoir qu'elles sont de conception relativement simple et ont peu de pièces mécaniques complexes par rapport aux autres pompes qu'on va voir par la suite. Voilà, donc ça c'était les pompes, on va dire, donc incitatives. Maintenant, on va s'intéresser davantage à des pompes dont le principe de fonctionnement est de séquestrer une partie du liquide pour ensuite l'envoyer vers un autre endroit que l'endroit dont on l'a prélevé. Alors, le modèle le plus simple de pompe qui correspond à ce type de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle la pompe à piston. Alors vous en avez très certainement déjà rencontré, puisque en fait on le rencontre notamment dans les pompes de jardin, les pompes qui sont constituées donc d'un cylindre et d'une poignée qui fait balancier, sur laquelle on appuie et puis on pompe, et au bout d'un certain temps il y a de l'eau qui sort de la pompe. Donc ces pompes sont basées sur un système de pistons. Alors la conception précise interne n'est pas la même pour toutes les pompes, mais le principe de fonctionnement est relativement similaire pour l'ensemble d'entre elles. Donc l'idée est la suivante, on a la zone de déversement où l'on souhaite que l'eau parvienne, et puis on a de l'autre côté la zone où l'eau se trouve et qui est beaucoup plus profonde en fait que la zone de déversement. Donc ici on suppose qu'on a de l'eau à ce niveau-là. Donc dans la pompe à piston, on va positionner un piston, donc avec une tige verticale, et un système avec, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a différents systèmes, je vous en présente un ici. On va avoir une partie mobile que je présenterai plus en détail juste après, et puis en dessous une partie fixe ici. Et donc en actionnant la poignée, donc en la faisant monter et descendre, on va en réalité provoquer un mouvement de va-et-vient du piston. Donc c'est une pompe qui va être donc qualifiée d'alternative. Donc ça c'est une pompe qui est en opposition aux pompes qui sont qualifiées de rotatives, qui sont les pompes qu'on a présentées juste avant. Alors qu'est-ce qui va se passer lors de ce mouvement de va-et-vient? Eh bien j'y viens. Donc je vais faire un agrandissement de la zone qui se trouve ici. Donc on a ici une partie fixe avec un clapet, les parties donc latérales et la partie mobile qui est au-dessus également avec un clapet. Alors on a deux mouvements. Dans le premier mouvement, on va avoir le clapet du piston ici qui va être fermé. Donc celui-là, je vais le représenter fermé. Et le clapet du bas, lui, va être ouvert. Donc pendant ce premier mouvement, on va tirer sur le piston ici. Et ce faisant, on va créer une dépression dans le compartiment qui se trouve entre la partie mobile et la partie fixe ici. Et ça va en fait se traduire par un mouvement de l'eau qui va venir occuper ce
compartiment. Donc ça, c'est la première phase. Pour la deuxième phase, le clapet du bas est, lui, cette fois-ci, fermé, et on va avoir une ouverture du clapet du haut. Et le mouvement qui va être imprimé va être le mouvement inverse. On va cette fois-ci descendre la partie mobile. Donc la partie fixe qui est là, en fait, comme le clapet est fermé, elle empêche le retour de l'eau vers le bas, ce qui fait que quand on va en fait appuyer sur la pompe, sur le piston, eh bien l'eau n'aura pas d'autre choix que de sortir du compartiment qui est occupé ici, qu'en passant par le clapet de la partie mobile. Et en faisant ça, on va donc faire passer l'eau au-dessus de la partie mobile. Et c'est là où la phase 1, donc la première phase, a un double effet qui se coule, c'est qu'en réalité, quand on va tirer sur le piston, donc on va effectivement remplir le compartiment du bas, comme on l'a montré juste avant, on va occuper ce compartiment-là, mais on va également, dans le même mouvement, en fait, chasser l'eau qui va être stockée dessus, c'est-à-dire que au cycle précédent, on a fait monter de l'eau au-dessus de la partie mobile. Et du coup, quand on va à nouveau tirer, eh bien, on va non seulement remplir le compartiment qui se trouve sous la partie mobile ici, mais on va également faire monter l'eau qui se trouve au-dessus de la partie mobile jusqu'à ce que l'eau atteigne la partie ici qui correspond au déversement et qu'on obtienne de l'eau à la sortie de la pompe. Voilà pour la partie pompe à piston. Alors pourquoi j'ai souhaité vous présenter cette pompe à piston alors que c'est pas forcément le genre de pompe qu'on va rencontrer fréquemment au niveau industriel, quoiqu'il y a des secteurs dans lesquels c'est très utilisé? Eh bien parce qu'en fait le principe de fonctionnement des autres pompes que je vais vous présenter juste après, finalement il n'est pas très différent de ce qu'on a fait là. On va avoir des systèmes de clapet, on va avoir des systèmes d'ouverture et fermeture de soupapes ou de mise en contact de différents secteurs des pompes qui vont faire qu'on va forcer le liquide à se déplacer de son point d'origine vers un compartiment et ensuite on va obliger le liquide à sortir de ce compartiment pour se diriger vers la sortie. Et ce principe-là, vous allez voir qu'on le retrouve sur toutes les pompes que je vais vous présenter à présent. Alors la première pompe que je souhaite vous présenter, c'est la pompe à palette. Alors la pompe à palette fonctionne de la façon suivante. On a un rotor dans lequel on a des encoches et ces encoches sont occupées par des pièces mobiles, des palettes, et ces palettes sont mobiles dans les encoches et elles sont en fait renvoyées vers l'extérieur de la pompe, alors par deux phénomènes. Déjà la force centrifuge qui va être appliquée à ces palettes lorsque la pompe sera en rotation et on aura en plus des systèmes de ressorts sous les palettes ici qui vont leur imprimer une force vers l'extérieur. Ce système de rotor à palette, il est encapsulé dans un corps de pompe. Et la particularité, c'est que le corps de pompe n'est pas centré sur le rotor. On a un point de rotation du rotor qui se trouve ici, et le corps de pompe, lui, va être centré plus au-dessus. Donc on a un corps de pompe qui ressemblera davantage à ceci. Donc vous voyez que c'est un corps de pompe creux qui est également cylindrique, mais le cylindre n'est pas centré sur le centre du rotor. Là-dessus viennent se greffer deux canalisations, une canalisation d'entrée et une canalisation de sortie, que je vais représenter donc ici. Et ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va faire tourner donc le rotor dans ce sens. Et en faisant ça, on va obliger le liquide à aller de ce point-là vers ce point-là. Donc ici, on a l'entrée de la pompe et ici, on a la sortie de la pompe. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, très simplement, et avec un système qui est très semblable à ce qu'on a vu juste avant. Les palettes qu'on a vues ici sont maintenues en permanence en contact avec le corps de pompe ici. Et ça se fait donc, comme je disais tout à l'heure, par la force centrifuge et par l'effet des ressorts. La conséquence de ça, c'est qu'en fait, chaque paire de palettes définit un compartiment ici, et la taille de ce compartiment va varier lors de la rotation. On aura des compartiments de petite taille lorsqu'on aura donc un compartiment qui sera du côté du corps de pompe qui est proche du rotor, et des compartiments de grande taille lorsqu'on considérera le côté pour lequel le corps de pompe est éloigné du rotor. Du coup, en imprimant ce mouvement de rotation ici, on va faire passer l'espace qui se trouve entre les deux palettes successives d'une petite taille à une grande taille du côté de l'entrée et ensuite d'une grande taille à une petite taille du côté de la sortie. Avec pour conséquence qu'on va en fait créer une aspiration ici, c'est-à-dire que le liquide va être entraîné et va être incité à venir se positionner donc dans cet espace-là. Une fois que la palette qui se trouve en dessous en fait aura continué sa rotation, elle va venir
fermer en fait le compartiment, et donc le liquide qui se trouve à l'intérieur n'aura plus la possibilité de revenir en arrière. Du coup, il va se faire entraîner par la pompe de l'autre côté, et lorsqu'il arrivera du côté droit, eh bien, on va avoir un phénomène inverse, puisqu'en fait, ici, la palette, vous voyez qu'elle se rétracte, puisque le corps de pompe se rapproche du rotor, si bien que le compartiment qui était défini par les deux palettes ici, successives, eh bien, se réduit, diminue de taille, et du coup, le liquide qui se trouvait à l'intérieur se fait expulser, et du coup, est envoyé dans la canalisation de sortie. Alors, c'est une pompe qui est utilisée pour des liquides, dans des systèmes hydraulique par exemple, et également utilisée pour des gaz. C'est une pompe qui permet d'obtenir des pressions importantes de l'ordre de quelques centaines de bars ou des vides poussés suivant le sens dans lequel on l'utilise, tout en étant relativement silencieuse, et c'est un point qui est particulièrement apprécié pour ce type de pompe. Sans compter que ce sont des pompes qui ont en général un bon rendement par rapport à leur prix. Alors, une autre pompe que l'on trouve très fréquemment dans l'industrie, c'est la pompe péristaltique, qu'on appelle également pompe à galets, même si ça n'a rien à voir avec un truc qui attire les mecs moches. Le principe de fonctionnement de cette pompe est relativement simple. On a d'abord un corps de pompe qui est circulaire, comme ceci, qui est généralement quelque chose d'assez solide, en fonte ou en métal en général. Et sur ce corps de pompe, on va avoir un tuyau flexible. Et au centre de la pompe, on va avoir un système de rotor avec ce qu'on appelle des galets. Alors c'est pas forcément des galets, ça peut être des cylindres qui vont rouler sur le tube ou un autre système similaire. Et donc ce système de rotor à galets va tourner. Et ces galets vont appuyer sur les tubes. Et en tournant, tout en appuyant sur le tube, eh bien les galets vont forcément provoquer en fait le déplacement du liquide qui se trouve dans les tubes vers la sortie. Donc on a une entrée qui se trouve à ce niveau-ci. Le fluide dans le tuyau va être obligé de remonter ici dans le même sens que le sens de rotation des galets et va être ensuite expulsé par le haut. Alors les deux principaux avantages de ce type de pompe, c'est que d'une part on peut avoir grâce à cette pompe un dosage extrêmement précis de la quantité de liquide qui a circulé dans la pompe, et deuxième chose, on n'a aucun contact entre le liquide qui circule dans le tuyau et tout le reste de la pompe. Donc on ne peut pas avoir a priori de contamination depuis le corps de pompe vers le liquide qui est véhiculé par la pompe, ce qui n'est pas le cas avec d'autres types de pompes comme ceux qu'on verra juste après. Donc de ce fait, c'est un type de pompe qui est particulièrement utilisé dans l'industrie agronomique, puisque justement on cherche à ne pas avoir de contamination externe au fluide qu'on manipule, et également dans le milieu médical. Je pense notamment par exemple aux machines qui permettent de faire de la dialyse, qui généralement utilisent des pompes de ce type, qui sont précises en termes de dosage, silencieuses et non contaminantes pour le fluide. Alors, prochaine étape, la pompe à engrenage, et en fait je vais traiter également la pompe à lobe simultanément, puisque ce sont des pompes qui ont beaucoup de similitudes dans leur fonctionnement. Alors ces deux types de pompes en fait ont une logique qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans le cas de la pompe à palette, c'est-à-dire qu'on va créer en fait des compartiments qui vont s'ouvrir du côté entrée et qui vont se refermer du côté sortie et vont donc provoquer en fait la sortie du liquide. Donc dans le cas de la pompe à engrenage, on va rencontrer essentiellement deux dispositifs. Un premier dispositif dans lequel on a deux roues dentées côte à côte. Et ces deux roues dentées donc vont être encapsulées dans un corps de pompe et elles vont tourner en sens opposé. Donc par exemple, la roue dentée de droite va tourner dans ce sens et la roue dentée de gauche dans ce sens-là. La conséquence, c'est que le fluide qui arrive ici, en entrée, eh bien, va voir en fait s'écarter les deux engrenages à ce niveau-ci. Là, on a un écartement des engrenages et du coup, on va libérer de l'espace ici entre les dents des deux roues. Du coup, le liquide, lui, va avoir tendance à occuper cet espace. Et une fois qu'il a occupé l'espace, l'engrenage va venir longer ici le corps de la pompe. Du coup, le liquide va se retrouver bien emprisonné entre les deux dents de l'engrenage et va se retrouver entraîné vers la partie haute ici de la pompe. Une fois que le liquide arrive en haut, eh bien vous voyez que les deux dents opposées des engrenages vont s'imbriquer à nouveau, si bien que l'espace qui était occupé par le liquide disparaît, et du coup le liquide se retrouve forcé de quitter les lieux et de remonter dans la canalisation. Voilà, donc on a un système qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait avec les palettes, mais cette fois-ci avec deux engrenages au lieu d'utiliser ce système de palettes. Alors, il existe des variantes de ce système, ce sont les écrous imbriqués. Donc à ce moment-là, on a un petit écrou, voilà, qui tourne ici, et on a un écrou de plus grande taille,
qui va venir s'imbriquer dans le petit écrou sur sa partie basse, mais qui va ensuite être beaucoup plus grande. Et on va aménager ici une zone dans laquelle les dents des engrenages vont venir longer en fait une pièce donc métallique en forme de lune, ici. Voilà. Donc tout ceci est logé dans un corps de pompe avec un point d'entrée et un point de sortie. Et le principe est le même, c'est-à-dire que le liquide va venir ici occuper les espaces qui sont libres au niveau des deux engrenages lorsque les deux engrenages ne sont pas imbriqués l'un dans l'autre. Ils vont ensuite être transportés dans les interstices donc, qui se trouvent entre les dents des engrenages tout au long de la rotation. Donc de la même façon en dessous, ici, voilà, entre les interstices. Et lorsque les engrenages vont à nouveau se réunir dans la zone qui se trouve là, le liquide va de nouveau se trouver, comme tout à l'heure, expulsé vers la sortie. Voilà, donc deux systèmes, même principe, avec des engrenages côte à côte ou des engrenages imbriqués. Alors, je disais tout à l'heure que la pompe à lobe, finalement, a un fonctionnement relativement similaire, puisqu'on va avoir deux roues qui tourne ici avec des formes assez particulières, donc des formes assez arrondies comme ça, donc on n'est pas sur des engrenages, on est sur des formes très arrondies. Et la particularité c'est que lorsque ces deux formes tournent, donc elles vont tourner en sens opposé, hein, comme les engrenages tout à l'heure, lorsque ces deux formes tournent en fait, elles viennent s'épouser exactement l'une l'autre. Donc par exemple ici, on peut deviner déjà que lorsque cette roue-là va continuer de tourner dans ce sens-là, eh bien le lobe, la partie du lobe qui se trouve ici, va progressivement venir s'enrouler sur cette partie-là. Voilà. Donc c'est deux roues avec une géométrie un petit peu particulière qui fait que les deux roues en fait sont en permanence au contact, c'est-à-dire qu'il y a toujours contact ici dans la partie centrale de la pompe entre les deux lobes, avec un fonctionnement qui est donc très similaire à ce qu'on avait sur les engrenages tout à l'heure. Ici le fluide arrive par en bas, devant lui s'ouvrent des compartiments, donc ici et ici. Ensuite, le fluide va venir occuper ces compartiments et lorsque le lobe va venir toucher le corps de pompe, eh bien, le fluide va être contraint de suivre le compartiment. Il va être remonté progressivement et lorsqu'il arrivera donc dans la section qui se trouve en haut, le compartiment va se retrouver fermé par le deuxième lobe et du coup, le liquide va être expulsé vers l'extérieur. Voilà, donc trois systèmes de pompes qui se ressemblent beaucoup dans leur fonctionnement et qui sont également fréquemment rencontrés dans l'industrie. Allez, dernier grand classique dans les pompes industrielles, la pompe à membrane. Donc c'est une pompe un petit peu particulière parce qu'elle est pilotée avec de l'air comprimé. Donc le système classique qui correspond à cette pompe est le suivant. On a un support central ici. Sur ce support central se trouvent deux membranes. Alors je vous fais un schéma relativement simplifié, hein. On a une première membrane ici, une deuxième membrane de l'autre côté. Les deux membranes sont liées entre elles par une tige. Et on va pouvoir donc envoyer de l'air comprimé dans ces pompes, soit d'un côté, soit de l'autre. Alors en face de chaque membrane, on va trouver une canalisation, une petite canalisation, donc ici un espace disponible. Et cet espace va être fermé de part et d'autre. Alors en bas par une bille mobile et en haut on va trouver un système similaire. Alors le principe est le suivant, on va injecter de l'air comprimé d'un côté. Donc on envoie de l'air comprimé par exemple ici, côté gauche. Le fait d'envoyer l'air comprimé côté gauche va gonfler la membrane ici. Du coup, si on avait du liquide qui était présent dans ce compartiment ici, il va vouloir sortir. Il ne peut pas sortir par en bas parce qu'il y a cette pièce ici qui empêche le liquide de sortir. En revanche, cette pièce-là est mobile et peut se soulever et donc le liquide va pouvoir sortir par le haut. Parallèlement, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, puisque cette membrane ici se gonfle sous l'effet de l'apport d'air comprimé, de l'autre côté, l'autre membrane va se rétracter, elle va se rapprocher de la paroi et ce faisant, elle va créer ici une aspiration. Alors le liquide ne peut pas venir d'en haut puisqu'il y a cette pièce mobile qui empêche le liquide de circuler. En revanche, cette pièce-ci peut se soulever et laisser passer du liquide. Ce qui veut dire que pendant cette phase, on va pouvoir rentrer du liquide dans le compartiment par le dessous. Étape numéro 2, on va envoyer cette fois-ci de l'air comprimé du côté droit. Donc du coup, on va comprimer ce compartiment, ce qui va provoquer une sortie de liquide par le haut ici. Et puis on va simultanément augmenter l'espace disponible dans ce compartiment-là, créer une aspiration et du coup on va pouvoir rentrer du fluide par ce côté-là.
Voilà, donc en fait la pompe à membrane est régie par un système d'aller-retour. On a un mouvement de va-et-vient en fait des deux membranes au milieu grâce à l'air comprimé, et on va pouvoir de ce fait en fait pomper le fluide qui se trouve en bas pour l'envoyer vers le haut. Alors comme pour les pompes précédentes, cette pompe a des avantages et des inconvénients. Elle est également très utilisée dans l'industrie et elle a la possibilité d'être utilisée dans de très nombreux domaines. Notamment les membranes qui sont ici utilisées peuvent être constituées de différents matériaux en fonction du type de composés chimiques qui sont mis en jeu. De la même façon, le corps de pompe pourra être en fonte ou en aluminium, ou encore si par exemple on utilise des composés acides ou particulièrement oxydants, on pourra utiliser de l'acier inox. Et pour la membrane, on peut utiliser du polyéthylène haute densité par exemple, qui sera le matériau par défaut, ou si on manipule des fluides corrosifs, on pourra par exemple utiliser du polytétrafluoroéthylène, plus connu sous le nom de téflon. Alors pour cette dernière partie, je vous propose comme promis de discuter des caractéristiques techniques un petit peu des pompes et de la façon dont ces caractéristiques techniques vont influer sur la façon dont elles vont fonctionner dans une installation donnée. Donc on va pas ici rentrer vraiment dans le détail d'un exemple concret d'application parce qu'il y en a énormément, mais vous allez voir qu'avec les informations que je vais vous donner, vous pourrez traiter quasiment n'importe quel cas qui vous intéresse. Donc la pompe va être en général caractérisée par deux choses: le débit de liquide qu'elle est capable de faire passer et la surpression qu'elle est capable d'imprimer au liquide qu'elle est en train de faire passer. Alors vous vous doutez bien que ces deux caractéristiques vont être liées. C'est-à-dire qu'une pompe qui imprime un débit nul sera capable d'appliquer une forte surpression, alors qu'une pompe qui a un débit important, eh bien, sera moins à même d'imprimer une surpression au liquide. Donc il y a une courbe caractéristique qui permet de traduire cela, donc c'est quelque chose que l'on trouve généralement dans les spécifications des différentes pompes que l'on trouve sur le marché. Donc c'est un petit graphique dans lequel on va représenter en ordonnée ici le delta P, autrement dit la différence de pression que l'on peut espérer obtenir entre l'entrée et la sortie de la pompe, et puis en abscisse ici on aura le débit. Alors, le delta P, la différence de pression, est également exprimée en HMT. Alors, HMT, ça signifie hauteur manométrique totale. Donc, ça correspond à la hauteur d'eau pour laquelle on observe une différence de pression qui correspond au delta P qu'on est en train de caractériser. On utilisera l'un ou l'autre, ça dépendra du contexte, ça dépendra aussi des applications auxquelles vous destinez la pompe, mais en général le HMT permet d'avoir quelque chose d'assez parlant puisqu'on a l'habitude de manipuler de l'eau. Alors ce que l'on va trouver comme courbe, ça va avoir en général cette forme-là. On va avoir un delta P qu'il est possible d'imposer avec la pompe qui sera relativement élevé lorsque le débit sera faible. Et puis ensuite, on va avoir une chute du delta P lorsque le débit va augmenter. Ça veut dire que si on laisse la pompe fonctionner de manière naturelle pour une puissance fournie en entrée donnée, eh bien, son point de fonctionnement va se trouver quelque part sur cette courbe ici. De l'autre côté, cette pompe s'insère dans un dispositif déjà en place. Et ce dispositif, il a aussi ses caractéristiques. Alors, on va avoir par exemple pour un faible débit, eh bien, un delta P minimal à appliquer qui correspondra par exemple à une différence de pression entre le point le plus bas et le point le plus haut du circuit qu'on est en train d'alimenter. Et puis lorsque le débit va commencer à augmenter, eh bien en fait on va voir apparaître des pertes de charge. C'est-à-dire que le delta P qu'il va falloir appliquer entre le point de sortie et le point d'entrée sur le circuit va augmenter pour un débit donné. C'est-à-dire qu'au début, on a un faible débit, on a un faible delta P, et puis ensuite, pour obtenir un débit plus grand, eh bien, il va falloir appliquer un delta P plus grand. Donc vous voyez que la courbe est en train de monter, et si on la poursuit, eh bien, on va avoir un point d'intersection avec la courbe caractéristique de la pompe. Et ce point d'intersection ici, eh bien, ça caractérise le point de fonctionnement de la pompe. Donc vous voyez apparaître déjà quelque chose qui est que si vous voulez pouvoir augmenter le débit que vous aurez dans le circuit pour la pompe telle qu'elle est configurée ici, eh bien vous n'aurez pas d'autre choix que de faire en sorte de diminuer le delta P nécessaire pour obtenir ce débit. Autrement dit, il faudra diminuer les pertes de charge. Auquel cas, vous observerez que votre courbe s'infléchit ici et vient chercher un point de fonctionnement plus élevé.
Une autre possibilité, c'est de modifier cette fois-ci non pas le circuit, mais de modifier la configuration de la pompe. Alors ça peut se faire par exemple en augmentant la puissance fournie à la pompe en entrée. Par exemple, si on a un moteur électrique, eh bien on peut fournir davantage d'énergie électrique en entrée sur la pompe, ce qui va lui donner plus de puissance et va lui permettre en fait d'obtenir un delta P plus grand pour un débit donné. Ce qui fait que quand on augmente la puissance électrique de la pompe, donc ça c'était moins de perte, et donc si on augmente la puissance de la pompe, eh bien on va se retrouver avec une courbe de fonctionnement de la pompe qui sera ici, et donc un point de fonctionnement qui sera par ici, et donc on aura effectivement obtenu un débit plus grand, avec un delta P plus grand également. Donc ça, c'est ce qu'on obtient en augmentant la puissance de la pompe. Alors évidemment, comme tout dispositif auquel on fournit de l'énergie pour obtenir un résultat donné, on va pouvoir définir un rendement, donc le rendement global de la pompe. Et de manière assez naturelle, eh bien, ce rendement va être défini comme étant l'énergie qu'on a réussi à donner au fluide par rapport à l'énergie qu'on a dû fournir à la pompe pour réaliser cette opération. Voilà, alors quelques éléments encore, notamment de vocabulaire. Donc comme on l'a dit dans la vidéo précédente sur les transferts de liquide, eh bien si une pompe est située en haut du circuit, on va avoir une pompe qui sera en aspiration. Si la pompe est située en bas du circuit, on va avoir une pompe qui fonctionnera en charge. On va également avoir des termes différents lorsque la pompe fonctionne de façon à ce que l'entrée de la pompe corresponde à une pression qui est plus faible que la pression atmosphérique. On dira qu'on fonctionne sur une pompe à vide, tandis que si on fonctionne avec une pompe dont la sortie est à une pression plus élevée que la pression atmosphérique, on sera sur un compresseur. Pardon, un compresseur, en un seul mot. Ah bon. Alors pour finir, il y a un exemple de pompe que je trouve particulièrement rigolo à voir fonctionner, c'est la pompe Bélier. Alors je ne vais pas vous expliquer ici en quoi consiste son fonctionnement, tout simplement parce que la chaîne Real Engineering a fait une très bonne vidéo là-dessus et je vous invite vivement à aller la voir. Alors elle est en anglais, mais je vous rappelle que pour les examens de fin de BTS, eh bien il y a une épreuve d'anglais et vous devez également faire une partie de votre présentation de stage en anglais, donc c'est le moment de s'entraîner. Donc voilà, je vous mets l'affiche là-haut pour aller voir cette vidéo et sinon moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!